Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Nous allons entamer l'épisode numéro 5 de L'Europe sort de l'histoire. Nous allons parler maintenant des inégalités, mais aussi d'un ralliement générique au régime. La spécificité d'une interaction directe entre le pouvoir et les milieux populaires en Russie, tout comme l'identification des traces mentales communautaires au sein des classes moyennes supérieures, ne doivent pas nous faire oublier que le principe général de hiérarchisation qui a touché toutes les sociétés avancées entre 1960 et 2000 a atteint aussi la Russie. La nouvelle stratification éducative qui s'est déployée au-delà des années 1985-1990, lorsque la barre des 20% d'éduqués supérieurs par cohorte a été franchie et grippé l'idéologie communiste, l'effondrement de l'économie centralisée, la ruée de la fraction la plus audacieuse et vénale de la nomenclatura sur les biens d'État en cours de privatisation à l'époque d'Helsinki ont même produit une explosion des inégalités et une concentration extrême de la fortune et des revenus. Cette concentration stabilisée s'est diffusée vers le bas et a favorisé l'émergence d'une classe moyenne supérieure dont les privilèges économiques n'ont rien à envier à ceux de ses homologues occidentales. La World Inequality Database relève que, avant l'impôt, la fraction des revenus perçus par les 1% supérieurs à la pyramide, puis par les 9% suivants, dépasse même en Russie les équivalents américains. En 2021, 24% des revenus pour les 1% du haut en Russie contre 19% aux États-Unis, 27% pour les 9% suivants en Russie comme aux États-Unis. La France, par comparaison, bénéficie de classes supérieures et moyennes supérieures modestes. Les 1% du haut ne perçoivent que 9% des revenus et les 9% suivants 22%. L'inégalité objective est en France proche de l'équilibre européen en général, dans sa version la plus démocratique, telle que l'on observe dans les pays scandinaves. La classe moyenne russe, fabriquée pour l'essentiel par la transformation sociale communiste et l'éducation méritocratique soviétique, jouit, à l'instar du reste de la population, de la paix sociale de l'ère Poutine, qu'atteste, on l'a vu, la chute des taux de suicide, d'homicide et de décès par alcoolisme. La baisse de la mortalité infantile doit être considérée comme l'effet et le symbole d'une ambiance mentale et économique paisible qui n'avait jamais existé en Russie. Chapeltok soulignait quant à lui que jamais les conditions de vie en Russie n'avaient été aussi bonnes, liberté comprise, que sous Poutine. Les classes moyennes supérieures ont donc accepté le régime, tout comme les oligarques ont commencé à renoncer à toute velléité d'exercer un pouvoir autonome. L'arrestation de Mikhail Khodorkovsky en octobre 2003 fut l'occasion pour l'État et les oligarques de mettre les choses au point. Poutine leur laissa leur argent, et seulement l'argent. En vérité, le mot oligarque, qui inclut la notion de pouvoir, arché, ne décrit plus correctement la réalité russe. Il est amusant de constater que la chasse aux oligarques russes lancée en Occident depuis le début de l'invasion de l'Ukraine a généralisé outre-Atlantique la notion d'une Amérique vraiment oligarchique. Ces oligarques, à elles, peuvent, contrairement à leurs confrères russes, intervenir et massivement, on le verra, dans le système politique américain. Nous avons pu le voir avec l'entrée d'Elon Musk au gouvernement américain. Le système Poutine est stable parce qu'il est le produit de l'histoire de la Russie et non l'œuvre d'un homme. Le rêve qui obsède Washington d'un soulèvement anti-Poutine n'est effectivement qu'un rêve découlant du refus des Occidentaux de voir que les conditions de vie se sont améliorées sous son règne et de reconnaître la spécificité de la culture politique russe. J'en viens maintenant à la vraie fragilité de la Russie, sa démographie. La stratégie de l'homme rare. S'il n'existait que les éléments répertoriés jusqu'ici, nous pourrions prédire que la Russie ferait plus que résister à l'Occident.
nous devrions envisager la possibilité d'un nouvel impérialisme. Mais la Russie a une faiblesse fondamentale qui est sa faible fécondité, trait qu'elle partage à vrai dire avec l'ensemble du monde le plus développé. Entre 1995 et 2000, pendant les années noires, la fécondité était tombée à 1,35 enfants par femme. Elle est remontée à 1,8% en 2016 avant de se stabiliser à 1,5%. Cette évolution ferait prévoir un déclin de la population globale qui a déjà commencé, même s'il est pour le moment compensé par des annexions de territoires et des populations qui appartenaient à l'Ukraine. En 2021, la Russie comptait 146 millions d'habitants. Selon les projections de l'ONU, il ne serait plus que 143 millions en 2030 et 126 millions en 2050. Si l'on examine la pyramide des âges en 2020, à la veille de la guerre, et particulièrement à la population susceptible d'être enrôlée, les hommes de 35-39 ans étaient 6 millions, ceux de 30-34 ans 6,3 millions, ceux de 25 à 29 ans 4,6 millions et ceux de 20 à 24 ans 3,6 millions. Ce ne sont pas là des projections, mais des chiffres réels et actuels. La Russie est entrée dans une phase de contraction de sa population masculine potentiellement mobilisable. De 40% pour les groupes d'âge, c'est la raison pour laquelle évoquer une Russie conquérante capable d'envahir l'Europe après qu'elle ait abattu l'Ukraine relève d'un fantasme ou de la propagande, sauf si elle utilise dans quelques années des robots. Un peu comme dans Star Wars. La vérité est que la Russie, avec une population décroissante et une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, loin de vouloir conquérir de nouveaux territoires, se demande surtout comment elle va continuer d'occuper ceux qu'elle possède déjà. L'inquiétude que suscite la situation démographique est omniprésente dans les discours de Poutine et d'autres acteurs du régime en général. Elle explique une stratégie militaire souvent mal comprise de nos médias ou trop bien comprise mais cachée aux lecteurs et aux auditeurs. Le discours dominant assimile Poutine à Staline. Mais sous Staline, l'homme était abondant, la Russie en expansion démographique, même si la fécondité avait commencé de baisser déjà vers 1928. Et l'armée rouge pouvait donc sacrifier des hommes par millions, comme elle le fit durant la Seconde Guerre mondiale. La doctrine militaire russe actuelle, au contraire, découle du constat que l'homme est devenu rare. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie n'est entrée en Ukraine qu'avec 120 000 soldats. Les Russes ont très évidemment sous-estimé leur adversaire. Nous le verrons pourquoi dans une vidéo ultérieure. Mais ils ont néanmoins conquis, il faut bien l'avouer, une fraction substantielle du territoire ukrainien le long de la mer Noire. Contrairement à ce que l'on a pu partout entendre, l'armée russe a choisi de faire une guerre lente pour économiser les hommes. Le rôle important qu'ont joué les régiments tchétchènes et la milice Wagner durant les premières étapes du conflit résulte de ce choix, tout comme des mobilisations partielles progressives effectuées avec parcimonie. La priorité des Russes n'est pas de s'emparer d'un maximum de territoire, mais de perdre un minimum d'hommes. Lors de la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022, même après une mobilisation massive, les Russes, se retrouvant à 1 contre 3, ont préféré abandonner à l'est la partie de l'oblast de Kharkiv qu'ils contrôlaient et au sud se replier sans combattre sur la rive gauche du Dniepr. Le général Surovikin, qui prit cette décision, expliqua que la guerre serait gagnée autrement qu'en sacrifiant inutilement des hommes. La guerre, depuis, s'est intensifiée. Les pertes humaines ont suivi des deux côtés. Nous ne disposons de chiffres crédibles ni du côté ukrainien ni du côté russe. La fin du conflit permettra de dresser un bilan réaliste et je pense que la plupart des historiens attendent avec curiosité de connaître le nombre de morts et de blessés de l'un et l'autre camp. Depuis la chute de l'Union soviétique et la désintégration de ce qui fut leur empire, les Russes savent que face à l'OTAN, dont la population, si l'on peut dire, était en 2023 de 887 millions, ils ne font plus le poids.
Je n'ai pas compté la Turquie, dont on ne sait pas trop où elle se situe diplomatiquement. L'armée russe a donc par étapes défini une nouvelle doctrine militaire qui, outre l'impératif d'économiser les hommes, présente un changement capital. Partant d'une supériorité quantitative en moyens conventionnels, la doctrine soviétique excusait de lancer une première frappe nucléaire. La nouvelle doctrine, tenant compte de la pauvreté en hommes, autorise, elle, des frappes nucléaires tactiques si la nation et l'État russe sont menacés. Les Occidentaux doivent prendre l'avertissement au sérieux. C'est, je crois, une intervention militaire polonaise directe que les dirigeants russes redoutaient par-dessus tout parce que la masse de la Pologne les aurait contraints à une mobilisation complète et donc à une militarisation de leur société qui leur avait fait perdre le bénéfice de la paix civile retrouvée sous Poutine. L'une des caractéristiques de la pratique diplomatique et militaire russe, à l'opposé de celle des États-Unis, est la fiabilité de ses engagements. Ainsi, la Russie s'était engagée à défendre Bachar al-Assad. Il se révéla être un boucher, dans le cas semblé désespéré. Mais la Russie ne s'est pas dérobée et a déployé des troupes en Syrie à partir de septembre 2015. Si elle a théorisé la possibilité de frappe nucléaire tactique en cas de menace directe de sa souveraineté, l'OTAN doit se le tenir pour dit. Elle tiendra sa promesse. Ce sont là des considérations sinistres, je le reconnais, mais nos dirigeants ont pris dans cette guerre trop de décisions de manière irréfléchie et notre priorité de citoyens est donc de nous assurer qu'ils connaissent mieux la doctrine de l'armée russe, qu'ils ne connaissent la capacité de réaction des banques russes dans le cas où celles-ci seraient déconnectées de SWIFT. 5 ans pour gagner la guerre. Les Russes ont défié l'OTAN en février 2022 parce qu'ils se sentaient prêts. Dès 2018-2019, on l'a dit, ils disposent de missiles hypersoniques qui leur assurent une supériorité incontestable, y compris sur les États-Unis. Ils peuvent, comme ils l'ont prouvé, être coupés de SWIFT. Les choses, d'ailleurs, se sont passées pour eux mieux que prévu parce que de nombreux pays, dont certains étaient très importants, constatant qu'ils résistaient au premier choc et ne supportant plus eux-mêmes la tutelle américaine, ont continué de commercer avec eux et en réalité les ont soutenus. Nous en parlerons plus tard dans une autre vidéo. Mais si une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour la Russie en 2022, elle va aussi se fermer. Autant que Poutine, les Américains ont conscience du problème démographique de la Russie, et on peut même dire qu'elle a été à la base de leur faute stratégique. La perspective que la population russe diminue alors que la leur continue d'augmenter n'a pas été pour rien dans le mépris dans lequel ils ont traité les protestations des Russes contre l'extension de l'OTAN. Les stratèges de Washington, qui semblent maintenant commettre la même erreur vis-à-vis de la Chine, sont tombés dans le piège de ce que j'appellerais le démographisme. Ils ont oublié qu'un État dont la population est de niveau éducatif et technologique élevé, même si celui-ci décroît, ne perd pas immédiatement sa puissance militaire. La hausse du niveau éducatif et technologique compense et au-delà, dans un premier temps, la baisse de la population. Les dirigeants russes sont lucides et préserver la souveraineté de leur pays est pour eux une exigence morale. Essayons de nous mettre à leur place. Ils savent que leur population va décliner. Qu'en déduisent-ils? Non pas, comme le pensaient les Américains, que ce serait une folie d'attaquer, mais que ce déclin, ne devenant dangereux qu'à moyen et long terme, il faut agir au plus vite, parce que plus tard, il sera trop tard. Le rythme de la contraction démographique suggère que, de leur point de vue, le conflit devra être réglé en 5 ans. Après arriveront des classes très creuses et la mobilisation militaire et civile deviendra très difficile. Jusqu'ici, les Russes ont pris leur temps. Leur entrée dans la guerre a été progressive pour limiter les pertes humaines. Pour préserver l'acquis fondamental de l'ère Poutine, le retour à la stabilité garantissant à tous une existence convenable, au stade actuel, le calcul stratégique que j'ai imaginé semble avoir été judicieux.
Les mois passent, les carences industrielles et donc militaires des Occidentaux se sont révélées, les unes après les autres. Aujourd'hui, le temps joue pour Moscou. Mais nous savons aussi que les Russes n'ont pas l'éternité devant eux et qu'ils devront obtenir en 5 ans une victoire définitive. Il leur faut donc abattre l'Ukraine et vaincre l'OTAN dans un délai limité, sans jamais leur permettre de gagner du temps par des négociations, des trêves ou pire, par un gel de conflit. Washington ne doit plus faire d'illusions, c'est la victoire que veut Moscou, rien de moins. J'admets toutefois qu'aux yeux des Occidentaux, mon modèle présente une faiblesse, il suppose que Vladimir Poutine est intelligent. Avec les négociations que Trump a commencées avec l'Ukraine, où il veut récupérer les terres rares du Donbass, et également se mettre à la table des négociations avec Vladimir Poutine tout seul, et non l'Europe, on comprend que l'Europe sort de l'histoire. Et on comprend aussi que en fait cet armistice ne sera vraiment qu'un armistice, ce sera un armistice, une trêve qui permettra à Poutine très rapidement de pouvoir redégager une masse militaire conséquente afin de pouvoir poursuivre son offensive et comme je l'ai démontré en 5 ans. Ce qui veut dire que comme la guerre a commencé depuis plusieurs années, eh ben, nous aurons une trêve de 1 à 2 ans au plus avant un redémarrage de la guerre entre la Russie et un autre pays peut-être occidental. Ça peut être les pays baltes puisqu'ils sont faciles à accéder ou bien d'autres pays plus au nord. Tout dépend en fait des négociations qui ont lieu actuellement et aussi de l'influence que l'Europe fera, mais aussi de sa remontée en puissance. Et malheureusement, je vois que l'Europe ne remonte pas en puissance au niveau industriel, ne remonte pas en puissance au niveau militaire, et que nous stagnons, nous renouvelons nos matériels, mais à flux constant. Et cela est un drame. Nous avons aussi perdu la bataille du drone, non pas par manque de technologie, mais par manque d'organisation et surtout d'idéologie anti-drone d'un point de vue civil et aussi d'idéologie par rapport aux grands groupes qui font qu'il n'y a que les grands groupes qui arrivent à vendre à l'armée française ou aux autres armées avec des prix beaucoup plus importants que si c'était des PME qui répondaient directement aux besoins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.